Faites attention à l'homme dans cette vidéo, car il cache le secret le plus troublant. Bonjour, Laurie. Je suppose que c'est un vrai désastre, n'est-ce pas? Ce n'était pas censé se passer comme ça. Je ne sais pas quoi te dire. Le 13 août 1996, Gary Simmons entre dans un magasin d'électronique à Mobile, Alabama. Il se filme en plein jour devant des clients et des employés qui l'observent, et pourtant personne ne sait qu'il est en réalité un tueur en fuite. Je ne pense jamais aux conséquences de ce que je fais avant que ce ne soit fait, mais c'est ce qui arrive quand on franchit la ligne. On en paie le prix. Je suppose que l'heure est venue. Je t'aime. Ce même jour, à seulement 35 miles de là, Brooke Weber, une jeune fille de 18 ans portée disparue, est retrouvée vivante devant cette maison à Moss Point, Mississippi. Quand la police arrive, Brooke est hystérique, criant les mots. Ils lui ont tiré dessus. Ils lui ont tiré dessus. Mais lorsqu'ils entrent dans la maison, la seule chose qu'ils trouvent est une boîte de la taille d'un humain. En explorant la propriété, les policiers se dirigent rapidement vers le bayou derrière la maison. C'est là qu'ils font la découverte la plus choquante. Flottant à la surface, ils trouvent 88 morceaux de restes humains. Le crime le plus macabre que l'État du Mississippi ait jamais connu restera un mystère jusqu'à ce qu'une jeune fille de 18 ans qui s'est échappée revienne d'entre les morts pour faire tomber le tueur. Elle sera à jamais connue comme la fille dans la boîte du boucher. Nous sommes en 1996 à Houston, Texas. Jeffrey Wolf, 21 ans, mène une vie heureuse avec son père, Pasquiel. C'était juste un bon garçon. Il aimait les chiens, le football, les motos. C'était un gars typiquement américain. Vraiment. Le 11 août, Jeffrey rentre à la maison avec une invitée surprise, une nouvelle petite amie qu'il est excité de présenter à son père. J'étais à la maison quand ils sont arrivés et il me l'a présentée. « Papa, voici ma nouvelle petite amie, Brooke. » C'était une belle jeune fille. Jeffrey et Brooke ne se connaissent que depuis quelques semaines, mais Pasquiel peut voir que son fils est fou de cette fille. Le couple a déjà prévu des vacances ensemble et le lendemain, ils vont conduire jusqu'au Mississippi. Le 12 août, Jeffrey se lève tôt pour aller chercher Brooke. Il m'a pris dans ses bras et m'a embrassé pour me dire au revoir. C'est la dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles. Nous sommes le 13 août, le lendemain, aux petites heures du matin, le département du shérif du comté de Jackson reçoit un appel troublant au 911. L'appelant affirme qu'une jeune femme est venue frapper à leur porte, qu'elle tenait un couteau de boucher tout en suppliant pour de l'aide. Quand la police arrive sur les lieux, elle trouve Brooke, 18 ans, complètement sous le choc. Alors que la police essaie de lui poser des questions, ils n'obtiennent aucune réponse de sa part. Tout ce qu'elle répète encore et encore, c'est « Ils lui ont tiré dessus, ils lui ont tiré dessus ». Quand Brooke désigne la maison de l'autre côté de la rue, la police s'y rend rapidement. Mais une fois à l'intérieur, ils constatent que personne n'est là. La maison est impeccable. Il n'y a aucune trace de lutte, pas de sang, rien de déplacé. Mais ce qu'ils trouvent, c'est une boîte. Pendant que Brooke est emmené au département du shérif, les officiers continuent leur fouille de la propriété, cherchant l'homme que Brooke affirme avoir été abattu ici. Mais quelque chose cloche. La maison est située au bord d'un bayou, et dans l'un des bateaux, ils trouvent des gouttes de sang. Le tueur aurait-il jeté le corps dans la rivière? Non loin du quai, un officier trébuche sur une hache. En y regardant de plus près, il découvre que la lame est couverte de sang. Gary Simmons, l'homme que la police soupçonne d'être responsable du meurtre, est introuvable. Pour l'instant, Brooke est la seule à pouvoir éclaircir ce qui s'est passé dans cette maison, et elle est la seule à savoir à quoi servait vraiment la boîte. Son histoire commence le matin du 12 août 1996. En 1996, j'avais 18 ans. Jeff et moi venions de nous rencontrer. Nous étions encore dans la phase lune de miel de notre relation où tout était parfait. Il était vraiment charmant, très doux et mignon.
C'était un voyage d'affaires. Nous allions en faire un moment amusant, mais nous devions récupérer de l'argent. Brooke et Jeffrey font le voyage de 6 heures jusqu'au Mississippi. Quand ils arrivent chez Gary, le soleil est déjà couché. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Il faisait noir et en arrivant, il n'y avait pas de lumière sur le porche. Alors, je me suis dit, pourquoi n'a-t-il pas allumé la lumière du porche? Vous savez, il sait qu'on vient. Et cet homme, Gary Simmons, il était assis sur les marches et il me semblait un peu effrayant. Mais Jeff m'avait dit que c'était ses amis. Alors je n'ai pas posé de questions. J'aimerais avoir posé des questions ce jour-là. Gary les invite à entrer et leur propose un verre. Alors qu'ils sont dans la cuisine, Brooke s'assoit à la table à proximité. Elle laisse les hommes parler affaires, ce qui ne la concerne pas du tout. Bien qu'elle ne leur prête pas beaucoup d'attention, elle peut voir que la conversation est amicale. Il n'y a pas d'hostilité, pas de tension, rien. Je pensais qu'ils allaient juste discuter et que ce serait fini. C'est alors que j'ai entendu les coups de feu. Quand Brooke lève les yeux, elle voit que Jeffrey a été touché à la poitrine. Son sang éclaboussé sur les stores, son corps s'effondrant au sol, et derrière lui, un jeune homme tenant une arme. Brooke n'avait aucune idée qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison. J'étais comme « Oh, M astérisque, 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 je vais mourir ». J'avais tellement peur. Gary se précipite vers Brooke, la prend dans ses bras et la porte dans une autre pièce. Il l'attache, la bâillonne et l'enferme dans cette boîte. C'était le moment le plus terrifiant de ma vie. Je ne savais pas ce qu'ils allaient me faire, et c'est alors que Gary est revenu. Il m'a dit que ma survie dépendait de ma performance sexuelle. Puis il m'a violée, et il m'a remise dans la boîte. Il faisait noir, et j'étais là, seul avec mes pensées, mes peurs, priant pour trouver une issue. Je ne pensais pas sortir de cette boîte. Le 14 août, 24 heures après que Brooke a été kidnappée, une femme nommée Laurie reçoit un colis troublant à son travail. À l'intérieur, il y a une VHS montrant Gary Simmons se filmant dans un centre commercial. « Bonjour, Laurie. Je suppose que c'est un vrai désastre, n'est-ce pas? Ce n'était pas censé se passer comme ça. Je suppose que l'heure est venue. Je t'aime. La vérité, c'est que Laurie Simmons est la femme de Gary et bien qu'il puisse sembler que Gary est dans une relation amoureuse avec elle, Laurie est bouleversée d'avoir de nouveau des nouvelles de son mari. C'est parce que les horreurs qui se sont déroulées dans la maison de Moss Point ont commencé 6 ans plus tôt avec Laurie. Cette maison me donne encore des frissons. Je n'y ai pas mis les pieds depuis environ 27 ans. L'histoire de Laurie commence le 11 août 1990, 6 ans plus tôt, presque jour pour jour, quand elle et Gary se marient. Laurie a rencontré Gary environ 10 mois après son premier divorce. Elle a 2 enfants de son précédent mariage et Gary est le jardinier de la garderie de ses enfants. Le jour de leur mariage, ils emménagent ensemble dans cette maison. Gary m'avait dit au début de notre relation qu'il aimait écrire des nouvelles. Au début, Laurie pense que Gary est une âme créative, ce qu'elle trouve attachant. Dans son bureau, il conserve plus de 50 classeurs remplis d'histoires. Un jour, sa curiosité l'emporte et elle en ouvre un pour lire. Ce qu'elle trouve est profondément troublant. Chaque histoire écrite dans ces classeurs parle d'une femme enlevée comme esclave sexuelle. Je me souviens avoir lu ces histoires et je ne sais pas s'il m'a laissé lire ça pour jauger ma réaction ou mon intérêt pour ce qu'il avait écrit. Je lui ai dit, « Ce n'est pas du plaisir, c'est de la torture. » Et il m'a répondu, « Eh bien, ce sont mes fantasmes. » Il a dit, « J'ai des secrets dont tu n'as aucune idée. » Laurie ne veut pas croire que l'homme qu'elle vient d'épouser a un esprit tordu. Alors, elle essaie de mettre cela de côté et de l'ignorer. Mais le vrai côté sombre de Gary ne s'est pas encore révélé jusqu'au jour où il essaie de donner vie à ses histoires avec elle. La première fois que Laurie remarque un changement dans le comportement de Gary arrive après la naissance de leur première fille.
Après la naissance de ma fille, quand il voulait être intime, je lui disais « Non, ce n'est pas possible, c'est trop tôt, il faut attendre. » Et il m'a répondu « Ça n'arrivera pas. » Ce même soir, Gary se force sur Laurie. C'était la première fois que Gary m'a violé. Laurie est sous le choc. Elle n'avait aucune idée que Gary était capable de cela. Alors qu'elle se précipite sous la douche, aucune quantité de savon et d'eau ne peut effacer la saleté qu'elle ressent maintenant. Je n'étais pas tout à fait sûr de ce qui s'était passé, et je ne savais même pas si cela était considéré comme un viol parce que nous étions mariés. Mais alors qu'elle essaie de comprendre la situation dans laquelle elle s'est retrouvée, les choses sont sur le point d'empirer. Une des histoires que Gary avait écrites parlait d'une boîte, et c'était pour une personne. J'étais dans la cuisine quand j'ai entendu ce bruit et ces coups. Je vois qu'il a cette énorme boîte. Un jour, Laurie décide de tenir tête à Gary et de l'affronter. Sa réaction n'est pas du tout celle qu'elle attendait. Il ne crie pas, il ne se dispute pas. Il reste calme et posé. Mais d'un moment à l'autre, Gary lui met une main à la gorge, l'étranglant si fort qu'elle s'évanouit. Quand elle reprend conscience, elle est allongée sur le lit, attachée par les mains et les pieds au montant du lit, incapable de bouger. Avec Gary debout juste à côté d'elle, Laurie commence à paniquer. Elle ne peut imaginer ce qui va se passer. Je lui ai demandé « Laisse-moi partir, détache-moi s'il te plaît, je n'aime pas ça. » Il m'a dit que ce n'était pas à propos de moi, pas à propos de moi. Il lui met alors un bandeau sur les yeux. Laurie est terrifiée. Elle peut l'entendre marcher sur le plancher qui craque, la narguant lentement. Il ne montre aucun signe de colère ou même de contrariété. Laurie commence à sentir la froideur d'une lame contre sa peau. Un couteau de boucher si aiguisé que si elle bouge, elle se coupera. Gary trace le contour de son visage comme s'il envisageait de l'écorcher. J'étais pétrifié. Je pensais que j'allais mourir cette nuit-là. C'était l'un des fantasmes dont il avait écrit. Si je faisais un bruit, si je tressaillais ou bougeais un peu, ça l'excitait. Il aimait la douleur et l'agonie qu'il causait. Laurie retient son souffle, ne voulant pas bouger. Mais plus elle reste immobile, moins il aime ça. Alors qu'elle fait de son mieux pour rester complètement immobile, il arrache son bandeau et lui dit « Eh bien, ce n'est plus amusant. » Il avait déjà joué certaines des histoires de ses livres. Je ne voulais pas devenir une des autres histoires. Quand Laurie va à la police pour leur parler du viol et de la torture, ils lui disent qu'elle n'a pas assez de preuves pour accuser Gary d'un crime. Il n'y avait aucun moyen pour moi de prouver quoi que ce soit. Laurie essaie de divorcer. Elle appelle un service d'aide juridique pour demander conseil. Elle leur parle des abus sexuels, expliquant ce qui s'est passé, mais la réponse qu'elle reçoit est dévastatrice. Elle m'a dit que dans l'État du Mississippi, on ne peut pas divorcer quand on est enceinte. J'ai dit, eh bien, je ne suis pas enceinte. Néanmoins, l'État exige que Laurie passe un test de grossesse pour pouvoir entamer la procédure de divorce. Ce jour-là, Laurie passe le test et découvre qu'elle est enceinte. L'idée de vivre cela pendant encore un an est insupportable. Je voulais que tout cela soit fini. Et ce n'était pas seulement moi. Vous savez, c'était mes enfants et le danger dans lequel je m'étais mise, mais aussi mes enfants. Vous savez, j'ai mis en danger des personnes que j'aime. Laurie demande de l'aide et contacte des associations contre la violence domestique. Elle est enceinte avec 3 enfants, sans emploi, sans argent, sans endroit où aller. Tout ce qu'elle a, ce sont 2 sacs à langer et 2 valises. Finalement, il lui trouve un appartement où elle n'aura plus à voir Gary. Mais bien que Laurie et ses enfants ne soient plus en danger, Gary est toujours proche de son petit frère Timothy. C'est l'été 1996, Timothy vient chez elle en proposant son aide. Il avait emménagé avec moi cet été-là pour s'occuper de son neveu et de ses nièces et m'aider. Une nuit, vers 23 heures, Laurie et Tim sont dans la cuisine après avoir couché les enfants quand soudain, on frappe à la porte, c'est Gary.
Quand Tim va répondre, Gary lui demande de sortir parler. Je ne savais pas qu'ils se parlaient encore. Je ne savais pas qu'ils avaient même une relation. Il revient à l'intérieur. Gary a besoin de mon aide. J'ai dit, tu n'as rien à faire avec cet homme. Timothy la serre dans ses bras et lui dit qu'il sera de retour dans l'heure. Mais plus de 4 heures plus tard, vers 3h30 du matin, Laurie s'inquiète car son frère n'est pas revenu. J'ai appelé chez Gary. Gary avait un répondeur et j'ai laissé un message, puis j'ai rappelé chez Gary. Et à la 3e fois, le répondeur ne s'est pas déclenché. Le téléphone sonnait juste sans arrêt. J'ai littéralement reposé le téléphone et l'ai laissé sonner. Mais ce que Laurie ne sait pas, c'est qu'il y a quelqu'un dans la maison. Brooke, 18 ans, est attachée et enfermée dans la boîte depuis des heures. Elle était si épuisée qu'elle s'est endormie. Quand Laurie appelle, Brooke est réveillée par la sonnerie du téléphone. J'ai entendu le répondeur s'enclencher et je savais que personne n'était là. Et je me disais dans ma tête, si tu veux sortir d'ici, c'est maintenant. Bien que ses mains et ses pieds soient attachés derrière son dos, Brooke fait tout ce qu'elle peut pour se libérer. Et alors que la corde commence à se desserrer, elle parvient à se détacher. Dans la pièce, elle entend le téléphone sonner, mais personne ne répond. Elle se met à genoux et pousse contre le couvercle avec son dos. Elle mobilise chaque once de force dans son corps, forçant contre le dessus métallique jusqu'à ce qu'il s'ouvre enfin. Elle regarde autour d'elle, mais personne n'est là et la maison est complètement propre. Mais Brooke ne s'attarde pas. Elle attrape un couteau de boucher laissé sur la table et sort. Parce que s'ils revenaient quand je sortais, j'allais les éventrer. Point final. Parce qu'ils n'allaient pas me tuer, je n'allais pas mourir ce jour-là. En courant hors de la maison, Brooke se dirige immédiatement dans la rue pour chercher de l'aide. La première maison qu'elle trouve est de l'autre côté de la rue. Et j'ai couru si vite. À ce moment-là, j'ai levé les yeux et Gary Simmons est revenu à la maison. Brooke se cache rapidement derrière un buisson dans la pelouse du voisin. Elle ne sait pas si Gary l'a vu, mais elle a peur, tout son corps tremble, frissonnant de terreur. Elle est convaincue que c'est fini. Gary va revenir la chercher et elle va mourir. Une fois qu'il sort de la voiture, il entre dans la maison. Il ne lui faut que quelques minutes pour découvrir que Brooke est partie. Quand il sort en courant de la maison, Brooke s'attend au pire, mais au lieu de chercher autour de lui, Gary remonte dans sa voiture et s'enfuit à toute vitesse. Brooke est enfin libre. Peu de temps après qu'elle a frappé à la porte du voisin, la police arrive sur les lieux et Brooke est rapidement emmenée au département du shérif. C'est là qu'elle apprend la vérité sur ce qui est arrivé au corps de Jeffrey. J'ai entendu leur conversation et ils trouvaient des parties du corps qui menaient au bayou. J'étais dans la chambre en train de faire ma valise et mon petit frère est arrivé. Il m'a pris dans ses bras et m'a dit « Ils ne te laisseront pas voir Jeffrey ». J'ai dit « Personne ne m'empêchera de voir mon fils. Personne ». Il m'a dit « Booba, ils ont découpé Jeffrey en 88 morceaux ou quelque chose comme ça. Ils cherchent ces parties de corps maintenant ». Alors je me suis effondré sur le lit et j'ai pleuré. J'ai pleuré. Pourquoi ils ont fait ça à mon garçon? Je ne sais pas. Je n'aurais jamais pensé devoir l'enterrer. 13 août. Pendant que Gary Simmons est en fuite, Timothy Milano retourne voir Laurie. Mais Laurie peut voir que quelque chose ne va pas avec lui. Il n'est pas là. C'est presque comme s'il était déconnecté. Je m'arrête et je pense, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Qu'est-ce que Gary a fait à ma famille maintenant? Je regarde Timmy et il m'a dit, j'ai dû le faire, j'ai dû l'aider parce qu'il a menacé toi et les filles. La dernière fois que je l'ai vu, c'était devant mon appartement quand il a été emmené. Timothy Milano est celui qui a tiré et tué Jeffrey. Quelques heures seulement après l'évasion de Brooke, il se rend. Quand le père de Jeffrey apprend l'arrestation, Pasquiel est furieux car Timothy n'est pas un étranger. Il se souvient que Jeffrey l'avait ramené à la maison une fois
et lui avait demandé si Tim pouvait rester avec eux un moment. Et le père de Jeffrey avait dit « Oui, j'étais malade à l'estomac. Je pensais avoir rendu service au garçon en le laissant vivre chez moi pendant 3 ou 4 semaines. J'ai lavé ses vêtements, je l'ai nourri et je lui ai offert un toit, et je l'ai emmené au magasin quelques fois. Il m'a repayé en tirant sur mon fils cette fois dans le dos et 2 fois dans la poitrine. La police dit que les 2 ont tué Jeffrey Wolf du Texas dans cette maison il y a 2 semaines. Simmons a également été accusé d'avoir violé la petite amie de Wolf et de l'avoir emprisonnée dans cette boîte. Quand Tim est arrêté chez elle, Laurie apprend ce qui s'est passé dans son ancienne maison à Moss Point et elle est bouleversée. Elle n'arrive toujours pas à croire que son frère ferait une telle chose. Quant à Gary, elle ne sait pas où il est ni quelles sont ses intentions. Tout ce qu'elle sait, c'est que Gary a commis un crime horrible le lendemain de ce qui était censé être leur anniversaire de mariage et elle se demande s'il viendra pour l'ensuite. Mais le lendemain, alors qu'elle est au travail, quelqu'un lui livre un colis adressé à son nom. Quand elle l'ouvre, elle trouve une cassette VHS de Gary. « Bonjour, Laurie. Je suppose que c'est un vrai désastre, n'est-ce pas? Ce n'était pas censé se passer comme ça. Je ne sais pas quoi te dire. À ma façon de penser, je n'avais pas vraiment le choix. Je veux dire, j'avais déjà pris son argent. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a jamais eu d'excuse pour aucune des choses que j'ai faites. Il n'y a jamais eu d'excuse pour la façon dont je t'ai traité. Je ne pense jamais aux conséquences de ce que je fais jusqu'à ce que ce soit fait. Mais c'est ce qui arrive quand on franchit la ligne. On en paie le prix. Je suppose que l'heure est venue. Je t'aime. » Ce même jour, Gary Simmons a appelé la police pour se rendre. Quand ils l'ont arrêté, il était à seulement quelques pâtés de maison du travail de Laurie. C'est un meurtre que les autorités qualifient de plus macabre de l'histoire du comté de Jackson. Les autorités disent que Simmons a tiré sur Wolf, a découpé le corps et l'a dispersé dans un bayou à proximité. 11 octobre 1996, Gary Simmons et Timothy Milano sont inculpés pour le meurtre capital de Jeffrey Wolf, mais il faudra encore un an avant que le procès commence. Pour s'assurer de leur condamnation, les procureurs ont besoin du témoignage de Brooke. Mais même lorsqu'il est en prison, elle est terrifiée par Gary Simmons. « J'étais le seul témoin vivant. S'il m'était arrivé quelque chose, ils auraient probablement échappé à ça. C'est pourquoi ils ont essayé de me faire tuer depuis la prison. Je ne me suis jamais senti en sécurité après ça. Jamais. » 25 août 1997, un an après le meurtre, le procès commence. Quand Brooke monte à la barre, elle n'est qu'à quelques mètres de Gary. La dernière fois qu'elle l'a vu, il l'enfermait dans cette boîte. Elle sait mieux que quiconque de quoi Gary est capable. J'avais tellement peur, tout mon corps tremblait. Mes mains faisaient comme ça. Et pas un peu, j'essayais de m'asseoir sur mes mains et ensuite mes jambes tremblaient. Je ne pouvais pas arrêter. J'avais peur, mais les parents de Jeff étaient là. Ils étaient juste là et je savais que s'ils pouvaient rester là et supporter ça, je pouvais rester là et m'assurer que Jeff ne soit pas mort en vain, qu'il ne soit pas mort et que ces gens s'en sortent. 28 août, 3 jours plus tard, le procès de Gary Simmons se termine et après seulement quelques heures de délibération, le jury revient avec un verdict. Gary est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Coupable du meurtre de Jeffrey Wolf, coupable d'avoir retenu Brooke captive et coupable des abus contre elle. Timothy Milano est également reconnu coupable pour avoir tiré sur Jeffrey 9 fois et pour son rôle dans l'enlèvement. Timothy est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Gary est condamné à mort, mais pour Brooke, il n'y a aucun soulagement. Dans son esprit, si Gary Simmons a pu mettre un contrat sur elle depuis la prison, il le fera encore. Brooke change de nom. Son apparence, elle coupe ses cheveux blonds courts et les teints enfoncés. Elle passe tout son temps à fuir et à se cacher année après année, toujours en changement, pensant que si elle a l'air différente, peut-être qu'ils ne pourront pas la trouver. Mais elle ne fuit pas seulement Gary, mais aussi sa famille,
Laurie, convaincue que les enfants de Gary grandiraient pour haïr Brooke parce qu'elle a mis leur père en prison. J'avais peur de la famille de Gary. Je pensais, vous savez, peut-être que Gary et Laurie étaient des amoureux de lycée et que j'avais ruiné leur mariage parfait. Vous savez combien d'années de ma vie j'ai perdu à fuir ça, à me cacher de ça? J'ai perdu qui j'étais. Nous sommes en 2023. 27 ans ont passé depuis son évasion et Brooke a peur. Mais maintenant, elle a sa propre famille et il est temps de laisser son passé derrière elle. Mais il y a quelqu'un qui veut désespérément rencontrer Brooke. Lors du tournage d'une interview, elle apprend de l'équipe d'investigation Discovery que Laurie a demandé une rencontre. Brooke ne sait pas à quoi s'attendre, mais elle accepte. J'avais 18 ans. J'en ai 45 maintenant. Je suis fatigué de fuir, fatigué d'avoir peur. Je veux guérir, je veux reprendre mon pouvoir. Je veux savoir, vas-tu me faire du mal? Vas-tu venir après moi? J'ai besoin de la regarder dans les yeux pour qu'elle sache que Brooke est mon héroïne. Salut, Brooke. Salut, je suis Laurie. Je suis Brooke. Puis-je te prendre dans mes bras? Bien sûr. C'est très agréable de te rencontrer. Enfin, c'est tellement fou. C'est fou. Tu veux entrer? Bien sûr, bien sûr. Je te dois une immense gratitude. Tu es mon héroïne. Tu ne le crois peut-être pas, mais c'est vrai. Et nous avons remercié Dieu pour toi tous les jours depuis que tu t'es échappé. J'ai 4 enfants qui sont grands grâce à toi. Je suis ici aujourd'hui grâce à toi. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Tu rends ça acceptable maintenant. C'est agréable de savoir qu'elle est aussi forte qu'elle l'est. Ce qu'elle m'a donné, vous savez, c'est une clôture et une dette que je ne pourrai jamais rembourser. J'ai juste l'impression d'avoir été mise là exprès pour qu'il ne s'en sorte pas. Je n'en ai plus honte. Ça ne me définit plus. Je suis Brooke Weber. Point final. Je ne suis plus une victime. Je suis une survivante d'un crime violent et nous allons nous en sortir.